puis au bout d'un moment, tu cries, il n'y a pas de, Voilà, je, y a pas de je souci. tapoterai, d'accord, ça marche. Voilà, c'est ça. On recommencera, c'est pas bien gênant. D'accord. Allez, écoute, je suis parti, je commence, je fais la présentation. Hmm. Salut, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Divan Comics. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement qui se termine maintenant, dans tous les cas qui va se terminer bientôt, on l'espère. J'espère que vous en avez profité et que vous en profitez encore pour lire du comics, pour faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire en temps normal. Voilà, j'espère que ce confinement est un moment pour vous pour se recentrer un peu sur soi et pour profiter des autres, profiter un peu de tout un horizon culturel qu'on n'a pas forcément le temps d'apprécier en temps ordinaire. Pour ce nouvel épisode du Divan Comics, l'émission n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque j'ai avec moi la chance d'avoir un psychanalyste dans la vraie vie. Il s'appelle Alex Ivance. Il écrit des articles sur Comics Blog qui s'appelle Dans l'œil du psy. Ce sont des articles dont il y a déjà il y a déjà eu 5 parutions. Donc centré sur Dr Manhattan, sur Harley Quinn, sur Heroes in Crisis, sur les guerres secrètes également de Marvel, le premier event des comics. Et un 6e est en préparation, il paraît. Notre invité nous en parlera très certainement. Je vais maintenant le laisser parler. Salut Alex, comment tu vas? Eh bien, salut Comics Grincheux. Bah, écoute, ça va très bien. Je suis ravi d'être dans ton émission, comme tu dis, qui porte d'autant mieux son nom. Mais sauf que, contrairement à d'autres fois, c'est moi qui suis sur le divan cette fois-ci, et non pas C'est ça, les personnes ou les personnages que j'y invite d'habitude. Mais voilà, c'est chouette aussi. Mm. c'est toi qui vas te faire analyser aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc j'attends. Mm. Ça va, pas trop d'appréhension. Non, du tout, non, ça devrait aller. Mm. Ouais, moi, je pense que ça devrait aller. Mm. Généralement, je suis pas méchant, donc ça va. Bon, ça va. Mm. Alors, écoute, on va commencer tout de suite avec la traditionnelle question, j'ai envie de dire, la question habituelle que je pose à tous mes invités. Comment est-ce que tu as débarqué dans l'univers du comics? Alors, oui, comme tu dis, voilà, le débarquement dans l'univers du comics, c'était un petit peu un parachutage. Moi, le premier comics que j'ai eu dans les mains, c'était un Special Strange. C'est le Special Strange numéro 20. J'avais 5-6 ans lorsque j'ai eu cette revue donc, dans les mains. Et donc, la première page que j'ai ouverte, c'était sur ce numéro des X-Men qui sont présumés, donc, à l'époque, qui sont présumés morts suite à un combat contre Magneto. Et la première page que j'ai ouverte, on voit donc cette fameuse image sur cet épisode qui s'appelle Désolation, je crois, de mémoire. Et on voit, en tout cas, le fauve porté Jean Grey dans la glace, là, perdu dans l'Arctique. Et donc, c'est cette image-là qui a inauguré ma lecture des comics. Donc, avec John Byrne au dessin, Claremont au scénario. Tout ça, forcément, pour moi, à l'époque, était très lointain comme considération. Mais en tout cas, voilà, ce qui m'a marqué, c'est cette première page et forcément tout de suite l'incursion en terre sauvage avec ces étranges personnages qui étaient les X-Men. Voilà, ce Space Strange 20 que j'ai conservé ensuite comme un petit trésor. Voilà. Donc c'était ma première incursion exotique voilà, dans les comics. Mm. Ok, d'accord. Et Mm. t'as continué après, du coup, avec Strange ou d'autres magazines? Oui, bah après, voilà, j'ai continué en effet à me procurer quelques Strange, en effet, comme on pouvait se les procurer à l'époque, hein. C'est-à-dire que c'était dans le désordre de parution, c'était des fois dans des lots comme ça qu'on trouvait sur les lieux de vacances, des lots qui étaient bradés comme ça à 10 francs. On avait 3 gros pavés de Strange, de Titan ou de choses comme ça, de Speedway à l'époque. Et donc, une fois que le virus a été pris, était inoculé avec ce Space Strange, eh bien, voilà, j'ai essayé de me fournir quelques autres numéros. Et alors, c'est vrai que c'était étonnant puisque voilà, c'était des lectures avec quelques épisodes d'affilée, puis ensuite des
des coupures, hein, puisqu'il n'y avait pas de lecture en continu. Moi, je lisais pas des choses qui sortaient mensuellement, hein, parce que c'était une découverte comme ça un petit peu chaotique. Donc du coup, c'était des épisodes qu'on trouvait comme ça sans continuité directe. On savait pas trop ce qui s'était passé avant. Je savais pas trop des fois ce qui allait se passer après. Ou alors je découvrais plusieurs mois plus tard, une fois que je tombais sur le numéro qui correspondait. Et pourtant, voilà, contre toute attente, finalement, bah, la sauce a pris puisque voilà, ces personnages-là, quelque part, déjà me racontaient visiblement suffisamment de choses pour que ça m'accroche. Oui. Ok. Et t'avais quel âge à peu près là? Alors moi, là, j'avais 6 ans donc, quand j'ai commencé. Donc, en effet, c'était... en même temps, je venais d'apprendre à lire, hein, parce que 6 ans, c'est voilà, c'est là où on Mm. sait à peu près lire. Et en même temps, voilà, ces premières lectures, on va dire spontanées, qui n'étaient pas des lectures scolaires, c'était bah, voilà, ces comics et ces histoires que je découvrais. Donc ça fait 40 ans maintenant. Hein, donc ça date un peu. Voilà. Ça date en effet. Comme Fred, tu es un lecteur, un vieux de la vieille, on va dire. Voilà, c'est Tu, ça. euh, tu as vu de l'évolution. Et c'était pas trop compliqué du coup, puisque tu étais du coup assez jeune et tu disais les épisodes paraissaient souvent dans le désordre, de manière un peu anarchique. C'était pas trop Mm. compliqué du coup à suivre à cet âge-là, ou en tout cas, est-ce que tu en as le souvenir du moins? Oui, alors dans mon souvenir, justement, contrairement à ce qu'on entend maintenant sur le fait des fois d'être suffisamment familiarisé pour aborder les comics, d'avoir un petit peu en tête les personnages ou d'avoir comme ça des éléments de continuité. Alors à l'époque, c'est vrai que c'était pas du tout le souci, dans le sens où moi, dans mon souvenir, je prenais chaque épisode comme une balade en fait, hein. C'est-à-dire que bah voilà, on partait d'un point, alors non pas pas le point A au point B, mais on partait d'un point D à un point E, et on savait pas ce qui s'était passé forcément avant. Et pourtant, à chaque fois, l'épisode offrait quand même un bout d'aventure. Alors forcément, à côté, il y avait les Speed Day aussi qui sortaient, qui avaient plutôt des numéros, des fois, d'histoires complètes, parce que ça s'adressait a priori, au moins au départ, pour un public plus jeune. Donc là, il y avait des petites histoires complètes de Spider-Man, je me souviens. Mais bon, pour les Strange et les Special Strange, là, en effet, c'était des histoires en cours, et à chaque fois, bah, ça offrait un petit bout d'aventure, de balade. Des fois, on était un peu suspendu comme ça, en effet, dans l'attente de la suite. Et dans mon souvenir, ça ne me gênait pas. Et au contraire, ça générait une attente, mais qui n'était pas de la frustration d'avoir la suite, hein. Des fois, je la découvrais bien plus tard. Et il y avait un élément de surprise, en effet, de tomber sur la suite de ce numéro. Alors après, bien sûr, euh, 2, 3 ou 4 ans plus tard, j'ai réussi à reprendre le fil et à voir que les parutions sortaient mensuellement ou de façon bimensuelle ou bimestrielle plutôt. Et donc là, du coup, j'arrivais à raccrocher un petit peu davantage les wagons. Mais au départ, voilà, c'était pas gênant, c'était comme voilà, un petit bout d'aventure. Et comme en même temps, j'en avais pas 50 hein, des épisodes sous la main ou sous la dent, bah, du coup, je les relisais plusieurs fois. Et ce qui m'amusait déjà à l'époque, un peu ce que je fais maintenant, finalement, 40 ans plus tard, c'était de les relire et de retrouver des éléments que je n'avais pas vus lors des premières lectures. Donc, de regarder d'un nouvel œil déjà ces épisodes que je gardais précieusement. Mm. Ok, du coup, comment dire? C'est- Du coup, tu as commencé avec les personnages Marvel, c'est un attachement qui est toujours présent chez toi. Oui, bah oui, oui, parce que c'était le début en fait, donc forcément démarrer par ces personnages-là, c'était les X-Men, c'était Spider-Man, c'était Daredevil, Iron Man, enfin voilà, donc euh, affectivement, c'est resté forcément des personnages qui m'ont parlé, qui continuent de me parler davantage, voilà, donc c'est resté des personnages qui me semblent plus familiers. Voilà, je les connais, enfin voilà, j'allais dire je les connais, mais oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire c'est comme une famille qu'on se construit, on connaît ces personnages-là, ils ont fait partie un petit peu épisodes de notre vie, donc, et puis on s'est forcément identifié, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on ouvre un comics, c'est pas pour rien qu'on prend le virus, hein, c'est parce qu'il y a une part de nous en fait qui se retrouve dans ces personnages et qui vient raconter à travers des histoires qui sont plutôt fabuleuses, bah, des choses de soi qu'on ne pourrait pas exprimer autrement que dans ces histoires-là, hein, un peu comme des contes qui viennent raconter des choses inconscientes pour chacun. Là, c'est un peu des contes modernes, hein, c'est-à-dire c'est des petites aventures comme ça, et tout d'un coup, dans ces aventures fabuleuses, qui sont comme des fables ou des contes, tout d'un coup, ça vient dire quelque chose de soi,
de certains désirs, de certains aspects de soi, mais ça vient le dire sous un autre format. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on accroche aussi rapidement à ces personnages. Et je pense que les personnages Marvel ont en plus cette capacité d'accrocher le lecteur parce qu'ils sont pris comme ça dans une histoire qui les a fondés dès le départ, c'est-à-dire ils sont très humains, hein, donc c'est pas, ils sont pas comme les personnages d'ici qui sont un petit peu parfois monolithiques, hein, même s'ils ont une histoire, etc. Mais on voit bien que régulièrement les personnages d'ici, il faut revenir aux fondamentaux pour les refonder. Les personnages Marvel, voilà, ils sont davantage pris dans une histoire humaine, avec leurs failles, avec leurs défauts, avec leurs vulnérabilités. Et je pense que du coup, forcément, pour un jeune lecteur, ils sont d'autant plus fascinants, hein, parce que ils viennent parler aussi de notre propre vulnérabilité, nos propres failles, de nos propres désirs. Donc du coup, on peut s'identifier pleinement à tout un tas de ces personnages-là, je trouve. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que chez DC, on a plus tendance. Enfin, moi, je sais que je perçois souvent les personnages d'ici comme des dieux, en fait, hein, presque des Mmh, figures divines, alors que les mmh, personnages Marvel sont en effet plus humains. Du coup, mmh, on arrive plus à s'attacher à eux. mmh, Spider-Man, ça en est certainement la quintessence. C'est pour mmh, ça que c'est un personnage que j'aime énormément encore aujourd'hui. mmh, Pareil pour les X-Men, même si je suis pas forcément fan de la période de Chris Claremont, par exemple, parce que ça tient souvent plus du soap que du récit, enfin que de ce que j'attends vraiment dans un récit. Donc c'est vrai que c'est très focalisé sur les relations et c'est très mmh, distendu, très au long cours. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'accroche pas forcément, mais ça c'est mmh, plus des questions de point de vue personnel. mmh. Comment est-ce que tu as vécu l'évolution du coup? Parce que c'est vrai que tu dis chez DC, il faut toujours revenir aux fondamentaux. J'ai tendance à trouver que là, pour avoir lu récemment plutôt la saga du clone, je trouve qu'il y a cette envie un peu de changement chez Speedy, mais qui est souvent aussi relégué à un moment donné, en fait. C'est-à-dire que voilà, la saga du clone, ça a quand même bouleversé l'univers de Spider-Man, et Mmh, pourtant, à un moment donné, il a fallu revenir en arrière. Est-ce que c'est mmh. quand même pas quelque chose qui te paraît frustrant aussi, ce retour au final aux sources, aux bases à chaque fois? En même temps, je me dis que, comment dire? La corde qu'on laisse aux scénaristes, peut-être, chez Marvel pour aller le plus loin possible dans ces élucubrations, j'allais dire, c'est-à-dire dans le fait de s'approprier le personnage et puis de le déconstruire, d'en faire autre chose, de l'inverser ou de repartir vraiment dans une histoire qui en fait autre chose que le point de départ. Je pense que là, chez Marvel, on peut quand même, en tout cas visiblement, les auteurs ont cette capacité, cette possibilité d'aller assez loin dans le processus. La saga du clone, en effet, c'en est un exemple, hein, c'est-à-dire où tout d'un coup, là, la place de Spider-Man est prise par quelqu'un d'autre, en tout cas son clone, etc. Et on découvre en cours de route que Peter Parker n'est pas Spider-Man. Enfin, voilà, tout un tas de révélations qui font qu'à un moment donné, ça change complètement la donne du personnage. Et en même temps, comment dire, c'est difficile d'imaginer qu'à un moment donné, il n'y aura pas de toute façon une refondation du personnage pour le faire repartir à nouveau à zéro. Et en même temps, pour moi, c'est pas frustrant parce que je me dis, ça a quand même laissé à un moment donné euh, à des auteurs la possibilité d'imaginer un autre chemin pour ce personnage. Et nous-mêmes, d'ailleurs, en tant que lecteurs, on l'a imaginé pendant longtemps, puisque avant qu'il y ait le, le, le- le départ ensuite sur de nouvelles fondations, on était tous embarqués, je pense, dans l'idée qu'en effet, Peter Parker n'était plus Spider-Man et que c'était Ben Reilly qui allait prendre sa place. Et ça laisse quand même, à un moment donné, cette possibilité d'imaginer cette voie-là. Donc, moi, je le vis pas comme une frustration, je le vis voilà comme une possibilité. Tout d'un coup, voilà, les vannes sont ouvertes, on peut laisser les choses s'écrire comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on repartira pas sur des bases où Peter Parker c'est Spider-Man, puisque voilà, fondamentalement, ça reste quand même lui qui porte ce costume et que c'est compliqué d'envisager que ce soit quelqu'un d'autre qui le porte définitivement. Donc voilà, moi je ne le vis pas comme une frustration, je me dis que voilà, ça trace des lignes un peu parallèles et que finalement, euh, chaque lecteur peut prendre la ligne parallèle qu'il veut.
Hein, certains peuvent dire, bah, finalement, voilà, la saga du clone, je fais comme si elle n'était pas arrivée parce que finalement on est revenu au point de départ. Ou alors si ou alors j'imagine que pourquoi pas il y aurait une suite à cette saga et que finalement c'est cette voie-là qui est celle qui aurait pu continuer à un moment donné. Une sorte de chacun se fait un petit peu son épisode de et si. Voilà, hein, je pense que Ouais. hein, comme la série What If, quoi. Hein, je me dis que chaque lecteur, finalement, dans la continuité qu'il peut s'approprier, peut se faire un petit peu son what if, son et si, voilà, et si cette saga avait continué, et si l'histoire avait continué de cette façon-là. Je trouve que c'est ça qui est assez fascinant. Donc moi, je trouve pas que ce soit frustrant. Je me dis que c'est voilà, des voies multiples où chaque lecteur peut s'approprier telle ou telle histoire à sa façon. Ouais. Ouais, c'est Mm. vrai que moi je me fais souvent, enfin c'est pareil, j'envisage ça souvent comme des what if et Mm. malgré tout le retour aux bases n'est pas forcément frustrant, même si Mm. dans certains cas ça a tendance à m'agacer. Par exemple, enfin, c'est vrai on en revient, on reste sur Spider-Man, hein. C'est vrai que là Mm. j'ai relu récemment Un jour de plus, Oui. donc qui Mm. clôt le run de Straczynski sur Spider-Man, qui est en Mm. fait, bah voilà, c'est Joe Quesada qui à cette époque-là est le responsable éditorial en chef chez Marvel, qui Mm. n'aime pas du tout le mariage entre MJ et Peter et qui bah, du coup Mm. demande à Straz en conclusion du run bah, de repartir à zéro, quoi. Mm. C'est vrai que là-dessus ça me paraît frustrant parce que c'est finalement un Mm. peu c'est des années et des années de continuité qui sont un peu réduites à néant, mais Mm. l'histoire est quand même bien menée par Straczynski. C'est quand même intéressant de voir l'expérimentation qu'il mène dans ces 4 numéros-là. Elle est quand même assez intéressante, je trouve, hein. Mm. Mais voilà, c'est vrai que je peux comprendre la part de frustration de certains lecteurs, parce que c'est vrai que parfois je peux être frustré, et Spider-Man représente un peu ça pour moi. Souvent, c'est vrai que c'est un peu le personnage que j'ai tendance à considérer comme étant le personnage un peu statique dans l'univers, Mm. c'est-à-dire qu'il bah, il évolue rarement, ou alors il évolue tellement par petites couches que c'est vraiment très infinitésimal au final. Mm. Et donc c'est un peu frustrant. Mm. Voilà, donc c'est vrai que je peux comprendre cette frustration, mais je trouve ton point de vue est assez intéressant sur le côté un peu ligne parallèle. Puis c'est vrai qu'au final, bah, ça laisse les scénaristes un peu, bah, pendant un temps, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Au bout d'un moment, c'est Voilà. très bien, bah, le Mm. personnage est une propriété, le personnage est une licence. Mm. Il y a eu un espèce de prêt qui a été fait à l'artiste. Mm. Voilà, au bout d'un Mm. moment, il faut revenir et puis pour que les autres scénaristes puissent aussi s'enclencher et proposer d'autres Voilà, idées. et voilà, tout à fait. Mm. Ah Ah oui, non, parce qu'on je voit bien, trouve après, il a bien fallu refonder un petit peu Spider-Man avec bah, son package un peu de départ pour ne serait-ce que bah, créer, par exemple, Superior Spider-Man, voilà, qui a été aussi Mm. intéressant quand Octopus voilà, prend possession du corps de Peter Parker et devient lui-même Spider-Man, etc. Moi, j'ai trouvé cette itération hyper intéressante, en fait, de Ouais. voir, voilà, et si Octopus avait le corps de Peter Parker, de Spider-Man, qu'est-ce qu'il ferait des possibilités que lui offrent ses pouvoirs, que lui offre tout ce que permet cette identité-là. Et donc, du coup, on sait très bien à un moment donné, enfin, en tout cas, on n'est pas complètement dupe quand on lit cette histoire, on sait très bien que ça ne va pas durer éternellement. Mais de l'avoir mené jusqu'à son terme, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Ça serait frustrant, c'est de voir une histoire qui commence, qui est prometteuse et qui est interrompue en cours de route pour de mauvaises raisons, on va dire éditoriales. Mais quand l'histoire est menée à son terme et qu'on voit qu'on touche à une issue qui est intéressante et qui nous apprend des choses sur le personnage, et qu'à un moment donné, bon, une fois qu'on a fait ce petit tour avec le personnage, qu'on l'a découvert sous un autre angle et qu'on revient au point de départ pour lui redonner d'autres occasions de vivre autre chose. Là, je trouve que du coup, en tout cas pour ma part, en tant que lecteur, il n'y a pas de frustration. Et au contraire, je me dis, ça a été une occasion de découvrir d'autres aspects du personnage, puisqu'à travers Superior Spider-Man, on voit bien que c'est un peu l'envers de Spider-Man, c'est-à-dire là où il y a tous les aspects de vulnérabilité du personnage, toute sa névrose qui l'empêche d'accomplir ce qu'il pourrait accomplir dans d'autres circonstances. Bah, Octopus, une fois qu'il prend ses identités, lui, il est débarrassé de tous ces aspects-là. Donc on va se dire, là, tout d'un coup, il va en effet devenir un Spider-Man meilleur, supérieur. C'est ce qui est le cas au début. Et on voit bien pourtant, et c'est ça qui fait la force des personnages Marvel, c'est que, et pourtant, à un moment donné, ça rate, hein. Ça marche pas complètement, c'est-à-dire ça finit par boiter un peu, par foirer complètement, et c'est ça qui est riche, c'est que voilà, on attend le moment de la chute, hein. C'est dans les personnages Marvel, c'est ça qu'on attend. C'est un peu notre plaisir sadique, c'est un peu comme quand on regarde du patinage artistique, on attend que le patineur tombe. Euh, bah, avec les personnages Marvel, moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire j'attends de voir le moment où ils chutent, parce que leur chute, ça raconte quelque chose d'eux en fait. Voilà.
Et, et donc, du coup, dans ces histoires-là, une fois je trouve qu'on a eu l'occasion de voir le personnage pardon, chuter, comment il se relève ou comment il essaie de se relever de ça, et bien là, une fois qu'on a eu ça, je trouve qu'on en a enfin, en tout cas, moi, en tant que lecteur, j'en ai pour mon argent, parce que je me dis, là, on m'a raconté une histoire, voilà, une vraie histoire. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une chute, il y a comment le personnage se redresse, etc. Enfin, comment il se relève. Et quelque part, une fois qu'on a eu ça, je pense, bah, moi en tout cas, si on repart à zéro à partir de là, je me dis, ça y est, j'ai eu mon histoire, j'ai eu mon récit sur le personnage et ça l'a éclairé d'une façon un peu inédite, sous un angle nouveau. Et donc, du coup, voilà, je me dis que j'en ai pour mon argent dans cette histoire. Ouais. Ouais, et du coup, c'est vrai que ça doit être un peu un boulevard pour toi qui est quand même, qui est du coup dans la psychologie, dans la psychanalyse. Ça doit être un boulevard un peu ces personnages qui sont, bah, c'est vrai, tu le disais avec Peter Parker qui est bourré de névrose, mais même avec d'autres personnages, enfin, c'est vrai que je pense à Batman qui a un trauma enfin, qui est son point de départ en fait en tant que super-héros. Enfin, tous ces personnages-là, ça doit être vraiment intéressant pour toi de les analyser sous ce spectre-là en fait. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant parce qu'en effet, euh, ce qui est intéressant, c'est voilà, de voir comment dans leurs histoires, ils viennent raconter quelque chose de nous. Alors c'est vrai que dans un premier temps, pour ma part, c'est plus spontané, comme je disais tout à l'heure, avec les personnages Marvel, mais même avec les personnages d'ici, parce qu'en effet, comme tu le dis, hein, c'est-à-dire que les personnages d'ici, même s'ils sont un peu plus, ils relèvent un peu plus parfois de la mythologie moderne, il n'empêche qu'ils ont quand même une histoire qui les amène, ils ont quand même une histoire d'origine. Voilà, donc un peu comme les dieux anciens, ils ont quand même une origine qui les met à telle place, de telle façon. Et donc du coup, forcément, que c'est assez intéressant et fascinant. Et c'est ça qui est, je trouve, riche dans ces personnages-là, c'est qu'ils viennent raconter quelque chose de nous en le racontant d'une façon qu'on ne pourrait pas narrer ou mettre en récit de façon des fois aussi limpide qu'à travers des figures comme ça héroïques. Hein. Un peu à l'époque, comme quand les anciens, les Grecs, etc., parlaient psychologie en racontant la vie de leurs dieux et de leurs héros. Hein, voilà. Donc c'est un peu ce qu'on fait maintenant avec ces personnages-là, sauf que on rajoute, ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein, on rajoute de la psychologie. Hein. On voit bien que les auteurs sont assez sensibles, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Hein. Il y en a qui le font de façon assez directe, il y en a qui proposent une histoire, mais on voit bien que dans le fond, il y a quand même des moteurs un petit peu psychologiques qui rentrent en jeu. Et donc, comme tu dis, voilà, c'est vrai que c'est un boulevard parce que ça offre plein d'occasions de voir les ressorts qui sont utilisés et comment ces ressorts-là sont très humains et parlent indirectement de chacun d'entre nous. Hein. C'est pas pour rien, voilà, hein, qu'on est autant à accrocher à ces personnages-là. Hein. C'est bien parce qu'ils parlent de nous. Hein. Sinon, on les aurait laissés de côté depuis un moment, je pense. Ouais, bah oui, c'est clair, Ouais. on peut faire souvent des ponts, même si eux, c'est vrai que je comprends ton argumentation que c'est vrai que chez Marvel, c'est plus facile parce qu'ils sont, en tous les cas, on les suit plus facilement dans leur vie quotidienne que chez DC où c'est toujours plus bigger, plus mythologique, toujours avec cet aspect très, ouais, très mythologie grecque en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a une approche là-dessus qui est assez intéressante. J'aime bien cette idée que tu développes avec l'aspect conte moderne en fait. Ce que en fait les comics aujourd'hui sont des nouvelles formes de contes en fait, des nouvelles formes de folklore et de récits en fait, pas avec une morale du coup, mais avec quelque chose Oui, de oui. construit, de réflexif derrière. Tout à fait, oui, oui, un peu comme Bettelheim à l'époque, et un psychanalyste hein, qui avait écrit Mm. Psychanalyse des contes de fées. Hein, Bruno Bettelheim avait écrit ce bouquin voilà, qui analysait les contes à l'époque en disant voilà, qu'est-ce que ces contes racontent sur le plan inconscient. Hein, voilà, qu'est-ce qu'ils révèlent de notre inconscient à tous. Il avait fait sur les contes de fées à l'époque, hein, parce que les contes, c'était là où se situaient finalement les enjeux psychiques un peu implicites, souterrains, inconscients. C'était là qu'on pouvait avoir une double lecture de ce que les contes racontaient au-delà de leur histoire. Hein. Voilà, si vraiment on allait au fond voir ce qu'ils nous racontaient vraiment et pourquoi finalement ces contes-là étaient aussi importants à se transmettre. C'est bien parce que là aussi, ils racontaient au-delà de leur histoire, ils racontaient une part importante de chacun. Et donc, les comics, ouais, je pense qu'ils ont un peu
cette portée-là, hein. C'est-à-dire ils viennent raconter une part aussi de chacun. Alors forcément, c'est plus éclaté, hein, plus morcelé que dans les contes, hein, puisqu'un conte, souvent, voilà, il y avait un début, une fin, même s'il y avait des déclinaisons selon les époques, globalement, on avait un petit peu la même structure du conte, hein. Là, ce qui est plus compliqué avec les comics, c'est vrai que les personnages ont différentes histoires, ils ne sont pas toujours identiques à eux-mêmes, et en même temps, bah, c'est plus riche aussi, parce que du coup, ils reflètent un petit peu ce qu'on est en tant qu'être humain maintenant, c'est-à-dire qu'on peut avoir voilà, plusieurs vies, plusieurs façons d'être, plusieurs euh, modes de fonctionnement selon les moments, etc. Donc ça reflète aussi un petit peu notre vie de maintenant. Et du coup, les super-héros, ça t'a influencé en quelque part, en tous les cas, les lectures de comics que tu as eues, ça t'a influencé en quelque part dans ton attrait et du coup, ton orientation vers ce métier-là de psychanalyste, psychologue, ou pas du tout, hein? Non, 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 pas du tout. Non. Enfin, c'est pas ça qui a été le moteur en tout cas. Donc pour moi, c'était deux choses parallèles pendant longtemps, hein. C'est-à-dire qu'en même Mhm. temps, j'avais ces lectures de comics d'un côté, qui était ma récréation à moi, et d'un autre côté, en effet, le fait de devenir psychologue et psychanalyste, c'était un autre moteur qui était vraiment bah, voilà, cet intérêt de comprendre un petit peu la psyché humaine, voilà, cet intérêt d'aller comprendre un petit peu ce qui était en souterrain. Et ça n'est que bien après que j'ai vu qu'en fait, entre les deux, finalement, plutôt que d'avoir les deux chemins parallèles, il pouvait quelque part y avoir des ponts à faire entre les deux, hein. Mais non, non, pendant longtemps, c'était plutôt voilà, voilà, deux choses parallèles, mais qui ne se rejoignaient pas à l'infini non plus. C'était voilà, voilà, c'était deux choses séparées. Mais voilà, et c'est au fur et à mesure, c'est-à-dire que là, ça s'est construit de façon très empirique, hein, le fait de faire des liens entre donc la psychologie, la psychanalyse et les comics et leurs personnages. C'est que en commentant sur des forums, sur des blogs, etc., je me suis rendu compte que quelque part, quand je commentais, bien, finalement, je commentais en analysant un peu le fonctionnement des personnages, des histoires, comment elles étaient structurées, etc. C'est-à-dire que c'est dans un deuxième temps où j'ai vu que finalement ma formation, mon métier, bah, finalement rentrait en collision aussi avec ma façon de comprendre et d'analyser ces personnages-là. Oui. Mm. Ok. Et c'est à ce moment-là, du coup, enfin, parce que, du coup, je le disais, tu écris une chronique sur Comics Blog. De ce que j'en ai Mhm. compris, tu écrivais déjà avant, en fait, sur un autre support, sur un autre média, enfin, dans un autre média. Voilà, c'est ça, hein. Donc voilà, parce que comme je disais, bah, au début, voilà, quand moi j'ai découvert les blogs, les forums, bon, comme beaucoup, hein, au début, j'ai juste lu ce que les gens écrivaient. Je trouvais ça fabuleux ce qu'ils arrivaient à dire, à dire sur ce média des comics. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, bah, moi aussi, je vais commenter un petit peu, je vais écrire quelques petites choses. Et puis je voyais bien que finalement, autour des commentaires que je proposais, il y avait des personnes qui rebondissaient, qui trouvaient ça assez intéressant. Et donc, à un moment donné, sur un blog qui s'appelle Bruce Lee, à un moment donné, bah, à force de commenter, on m'a proposé d'écrire un article. On m'a dit, voilà, plutôt que de faire un commentaire qui fait 2 pages, pourquoi pas faire un article qui en fasse autant. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Ok, d'accord. Et du coup, après, là, maintenant, du coup, depuis janvier, tu écris sur Comics Blog. J'imagine que tu dois avoir déjà plein d'autres idées d'articles à faire sur des personnages. Oui, oui, oui. Bah, les idées, c'est pas ce qui manque en fait. Ouais, oui, c'est vrai Ouais, bah que oui, ça doit voilà. être foisonnant, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées. Alors après, c'est vrai que euh, c'est, j'essaie de faire en fonction bah, voilà, de ce qui m'inspire au moment où j'écris. Des fois, c'est en fonction de l'actualité aussi du moment, comme là, les derniers articles sur Heroes in Crisis qui parlaient un petit peu des soignants face à la mort, à la maladie, au traumatisme, etc., en prenant bah, cet exemple de cette histoire de Tom King sur Heroes in Crisis et de voir que finalement, même ces héros ou ces soignants confrontés au traumatisme de la mort bah, sont des êtres voilà, qui peuvent être face à la vulnérabilité aussi. Donc pour moi, c'était l'occasion de parler de ça en trouvant un moyen d'en parler voilà, par le biais d'une histoire là aussi de comics. Et je trouvais que Heroes in Crisis, pour ça, était plutôt bien fait pour parler du traumatisme chez les soignants, parce que comme en ce moment, on compare pas mal les soignants à des héros, même si
c'est une comparaison qui a, comme toute analogie, sa limite. Mais en tout cas, c'est cette comparaison qui, à un moment donné, m'a amené à me dire, voilà, si les soignants sont nos héros, quel récit de super-héros a pu parler à un moment donné de ce que ça fait quand les héros sont confrontés eux-mêmes à leur propre à des traumatismes, en secourant les autres, ils sont forcément confrontés à un moment donné à la mort, à des choses compliquées. Et je me suis dit, finalement, ce récit, c'est ce qu'il raconte. Donc voilà, je me suis dit, ça serait intéressant de s'y pencher davantage. Et de la même façon, voilà, selon du fait de l'actualité de notre confinement à tous, je me suis dit, mais voilà, quel récit a pu à un moment donné parler de ce confinement Est-ce qu'il y a un récit d'ailleurs de comics qui a pu parler de confinement? Alors j'avais plusieurs pistes, et à un moment donné, je me suis dit, voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que Les Guerres secrètes, qui est un récit de 85, qui date pas de l'année dernière, je me suis dit, c'est assez intéressant en fait de prendre un récit de 1985 et de voir en quoi finalement il parle à sa façon dans notre situation actuelle, ou en tout cas, comment il peut nous éclairer sur comment on est en train de vivre cette période-là de confinement. Donc voilà, c'est en même temps, des fois, un moment d'actualité, et puis mes souvenirs à moi de lecteur, plus ou moins, en remontant plus ou moins loin, où je me dis, voilà, si on imbrique les deux, qu'est-ce que ça peut nous apprendre finalement sur nous, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, des fois, à certaines occasions, à certaines périodes, etc. Donc c'est un peu c'est un petit peu ma cuisine interne, quoi, tout ça. C'est voilà, Ouais, c'est ta tambouille. voilà, c'est ça, tout à fait. C'est Ok. un peu, voilà, c'est la cuisine, quoi, c'est l'arrière-cuisine. Voilà. Non, mais c'est intéressant et c'est vrai que tu parles de Tom King. Je trouve que Tom King est intéressant dans le sens où c'est un auteur qui aujourd'hui a une approche vachement euh, portée sur la psychologie justement des personnages plus qu'auparavant, notamment chez DC. Je trouve qu'il apporte Oui. quelque chose de très différent, que ce soit, je sais pas si tu as lu son travail sur Batman, mais Mhm. Mhm. son travail sur Batman, son travail sur Heroes in Crisis, je trouve qu'ils sont Mhm. assez intéressants d'un point de vue justement psyché des personnages où il les Mhm. montre vraiment comme des individus un peu cassés, fracassés, quoi. Mhm. Enfin, Mhm. je sais pas si tu as suivi d'autres récits de Tom King, mais Alors c'est vrai que c'est un oui, auteur j'ai que lu je trouve. la Vision, qui est la Vision, c'est le récit qu'il a fait sur le personnage de la Vision, qui est assez sympa, que j'ai lu il y a pas très longtemps finalement. Et c'est vrai que au début, j'étais pas très très chaud pour lire ce récit-là sur la Vision, parce que bon, c'est pas un personnage forcément qui m'attire moi en tant que lecteur. Et quand j'ai commencé à feuilleter et de voir en effet le traitement qu'il apportait à ce personnage, je me suis dit, là, il y a quelque chose quand même d'intéressant, en effet, d'assez de voir comment, avec un personnage, là aussi, il va démonter les ressorts humains, et même si c'est un personnage androïde, mais comment il va éclairer voilà, les ressorts psychologiques de l'être humain avec un personnage comme ça qu'il utilise à sa façon. Pareil pour Mister Miracle, voilà, ce récit dont tout le monde a parlé, qui est quand même bien ficelé, enfin, autour d'un personnage comme qui est le spécialiste de l'évasion, et en même temps, là aussi, on pourrait presque parler de confinement avec ce personnage, parce que Ouais. c'est un personnage que le spécialiste de l'évasion, c'est-à-dire on voudrait bien en ce moment pouvoir nous s'évader et sortir de toute situation qui nous enferme. On voudrait tous devenir des Mister Miracle en ce moment. Et pourtant, on voit bien dans le récit que lui-même est confiné dans sa propre dépression, dans quelque chose d'assez mélancolique, c'est-à-dire quelque chose qui s'abat sur lui et qui l'emprisonne. Et que c'est assez intéressant de voir qu'un personnage qui est censé être le roi de l'évasion, celui qui peut s'évader de toute situation, est en fait enfermé lui-même dans quelque chose d'intime, d'une mélancolie, d'une dépression qui l'enferme dans quelque chose. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les personnages, quand les auteurs comme ça arrivent à en faire quelque chose, c'est de montrer les contradictions et les paradoxes qui sont inhérents à chaque personnage. Voilà, et ça, je trouve ça assez fabuleux. Mm. Ouais, bah, c'est vrai que Tom King est assez fort là-dessus. Mm. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit, c'est vrai que tu disais Vision n'est pas un personnage qui t'intéresse. Euh, du coup, ton approche quand tu vas lire un comics, en tous les cas, quand tu vas aller chercher un comics, c'est quoi? C'est plutôt t'orienter du coup sur un personnage que tu connais, que tu apprécies, ou alors aller vers un auteur ou un dessinateur que tu connais et apprécies?
alors je dirais une réponse de Normand, ouais, c'est un peu les deux, ouais, ça dépend. Euh, alors forcément, il y a des personnages comme ça que j'apprécie et que je vais suivre, voilà, je dirais presque quel que soit l'auteur. Voilà. Euh, c'est le cas des X-Men, je vais suivre quel que soit l'auteur, quitte à être des fois un peu déçu en me disant ils méritaient quand même mieux ces personnages-là. Bah, tant pis, je lis quand même parce que je me dis qu'il y a toujours des choses à prendre. Voilà, même si des fois j'en ai un peu moins pour mon argent que d'autres fois, mais je me dis qu'il y a quand même des choses à prendre. Donc les X-Men comme ça, je vais les prendre à chaque fois. Daredevil aussi que je vais lire assez régulièrement. Voilà, il y a des personnages comme ça que je vais garder quels que soient les auteurs. Il y a des auteurs qui m'ont fait lâcher des personnages, bah, Daredevil d'ailleurs, hein, à un moment donné, avec Saul, voilà, bah, Mm. voilà, ça m'a fait lâcher un peu l'affaire, hein, c'est-à-dire que je retrouvais plus mon personnage en fait. Voilà, c'est ça. Quand je le Ouais, retrouve je crois qu'il plus, a fait lâcher l'affaire à pas mal de monde. voilà, hein, je pense que je suis pas le seul, mais pourtant moi je Mm. suis plutôt bon public, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'essaie de trouver vraiment ce que l'auteur va apporter au personnage, et comme là finalement pour moi ça touchait le degré zéro de l'apport au personnage, du coup j'ai lâché, hein, voilà. Donc, mais pourtant généralement je m'accroche plutôt, hein, quand c'est des personnages que j'affectionne particulièrement, je suis plutôt du genre à m'accrocher, mais voilà, chacun a son seuil de tolérance, et là Saul a été le mien, voilà, c'est donc mais j'attends les jours meilleurs pour revenir à ces personnages bah, voilà, qui me plaisent, que j'affectionne particulièrement. Donc, bon, les X-Men, personne n'a réussi à me faire lâcher jusqu'à maintenant. Voilà, c'est des personnages comme ça. Spider-Man, c'est par moment, en fait, c'est par vague, hein. Je l'aime beaucoup. Il y a des fois où je le retrouve moins que d'autres. Euh, Même quand il est transformé, je peux l'apprécier. Comme tout à l'heure, je disais dans Superior Spider-Man, je peux largement l'apprécier, même si c'est pas lui finalement, mais parce que ça raconte quelque chose de lui Mm. en miroir inversé quelque part. Ce que Octopus arrive à faire de cette identité, ça raconte tout ce que Peter Parker bah, n'arrive pas à faire. Et donc, du coup, ça parle quand même de Peter Parker d'une façon. Par contre, après, tout le récit qui a été sur quand Peter Parker devient riche, etc., qui monte sa boîte, etc., bah là, ça m'a pas parlé parce que pour moi, ça, c'était pas le personnage, quoi. Enfin, pour moi, sa vocation, c'est pas d'être un Tony Stark bis. Voilà. Donc du coup, là, je le reconnaissais plus. Donc du coup, je l'ai laissé un peu entre parenthèses. Donc, Ouais. euh, donc voilà, bon, il y a des personnages comme ça, voilà, qui vont me plaire, voilà, plus facilement, parce que historiquement, c'est des personnages que j'ai connus aussi. Tôt, Iron Man, voilà, je peux accrocher plutôt pas mal aussi, ou Iron Fist aussi, voilà, j'aime bien. Enfin voilà, ouais, j'ai pas mal comme ça de personnages que je lis en continu, ou plutôt en continu. Après, non, voilà, c'est pas forcément des auteurs qui vont m'amener vers les personnages. Ouais, c'est vraiment les personnages qui font t'amener vers le récit. Je te rassure pour Daredevil, Chip Zdarsky, qui Mm. est le nouveau scénariste de la série, fait un bien meilleur travail que Charles Soule. Donc, Oui, c'est ce il que j'ai devrait. aperçu. Ouais, 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 apparemment, dans les critiques, ça m'a réconforté. Je me suis dit que j'allais pouvoir renouer bientôt avec ce bon tête à corne, ouais. Comme on ouais, disait. je pense que le premier arc te plaira plutôt, puisqu'il analyse vraiment bien la dualité entre Matt et Daredevil, et c'est hyper intéressant ce qu'il fait, vraiment. C'est très D'accord. très passionnant. Ok, bon, C'est bah, vrai que je pourrais le mettre dans ma liste à venir. Mm. c'est exactement ça. Euh, J'aurais aimé savoir, ça a été quoi ta plus grosse déception de lecteur de comics? Que ce soit une intrigue ou un truc comme ça, quelque chose qui t'a vraiment marqué en déception, à part Charles Soule. À part lui. Euh, Alors en déception, ouais, c'est assez compliqué ça, cette question. C'est ouais, comme je disais, moi je suis assez bon public. Alors pour me décevoir, il faut quand même mettre un peu le paquet. Donc là, comme ça, alors j'ai dû, mon inconscient doit bien travailler parce que je dois refouler mes quelques déceptions, C'est ça, tu les évidemment refoules au fond de ta profondément. mémoire. Voilà, voilà, c'est ça au fond de ma mémoire. Donc du coup, là, à brûle-pourpoint, elles reviennent pas, elles remontent pas, elles doivent être enterrées trop profondément. Donc sous plusieurs tapis et épaisseurs. Donc là, en termes de déception, non, j'en aurais même pas Même forcément pas. à citer comme ça. Parce que ou alors intuitivement, je les vois venir et j'arrête avant, hein. Voilà, je Ouais. pense. Ouais, tu les sens Voilà, venir en fait, ouais, je pense d'accord, que tu voilà, préfères. je l'ai un peu arrivé et des fois, voilà, je sens que ça va pas me plaire et plutôt que d'aller jusqu'au boutiste et être déçu, je coupe avant et je reviens quand il y a une embellie sur le personnage. Ouais, ouais. Donc,
Donc, je procède plutôt comme ça. Ouais, ouais. Ok. Je dois contourner. Les quelques-unes, je dois les refouler. Et puis, quand elles sont trop marquées, qu'elles m'ont pris au dépourvu, comme mais bon, Saul, lui, malgré tout, je m'en souviens. Et puis, les autres, je dois les contourner à l'avance. Intuitivement, je les sens arriver et j'arrive à passer à côté. Donc, Ok. D'accord. Et une autre question, du coup, parce que tu as commencé finalement à lire assez tôt, en fait, enfin directement avec les comics. Est-ce que tu viens d'une famille, du coup, qui lisait déjà beaucoup, en tous les cas, qui a incité à lire alors, qui incitait à lire, oui. Qui lisait beaucoup, non. Voilà. Mais c'est ça la force des parents, c'est qu'ils sont capables de nous transmettre des choses qu'eux-mêmes ne font pas. Hein. Voilà, Ouais, ouais, mais ils sont bon, forts. voilà, mais c'est ça qui est bien en fait, hein, dans le rôle de parent, c'est que voilà, c'est bien ça qui permet de transmettre. Hein. C'est qu'on transmet des choses que les parents font, et puis ils arrivent à transmettre quand des fois ça se passe bien, des choses que eux-mêmes auraient voulu faire, mais qu'ils n'ont pas pu faire pour plein de raisons, et ils arrivent quand même à transmettre ça à leurs enfants. Donc je pense que moi j'ai eu cette chance, c'est-à-dire que eux n'étaient pas lecteurs et pourtant ils m'ont donné le goût de la lecture. Donc et c'est ça, je trouve, le tour de force quand on est parent, c'est de transmettre des choses qu'on n'a pas réussi à faire soi, mais hop, on arrive à le passer à la génération d'après. Donc moi du coup j'ai eu cette chance. Voilà, mes parents ne lisaient pas et moi je suis devenu lecteur de comics dans un premier temps, de petits bouquins faciles à lire en parallèle, le Club des Cinq, des choses comme ça à l'époque. Et puis, moi, après, j'ai continué à lire aussi des romans, des nouvelles, enfin des choses comme ça, en parallèle des comics. C'était pas ma seule lecture. Donc, Ouais, t'es pas exclusif plutôt des comics. Tu lis non, non. aussi d'autres Mm. choses. Non, non, ouais, ouais, du tout. Hein. Voilà, je lis des romans, des essais, de la science-fiction, bien sûr des ouvrages de psychanalyse. Voilà, donc du Hmm. coup, je lis pas mal de choses à côté, donc ouais. Mais c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'on peut, voilà, on peut passer de lire l'Iliade et l'Odyssée à lire tout d'un coup Tom King qui va raconter quelque chose sur Mister Miracle à sa façon. Et voilà, c'est ça que je trouve fabuleux dans la lecture, c'est qu'on peut passer d'une chose à l'autre, et pourtant on se dit que voilà, il y a peut-être des passerelles entre tout ça, et c'est ça qui est assez intéressant. Enfin, moi, ce que je trouve riche dans tout ça, c'est tous les liens qu'on peut faire entre ces choses qui semblent hétéroclites. On a l'impression que ça pourrait se ranger dans des placards très différents, dans des étagères très différentes. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, quand on jette un œil dessus, finalement, on se rend compte qu'on peut faire une BD de l'Iliade et l'Odyssée, mais on pourrait faire un roman de certains comics aussi, et que tout ça, il y a des liens et des ponts qui se font. Et des Ouais, bouquins de psychanalyse, je dis des bouquins de psychanalyse qui me font penser à des personnages de comics, et puis des fois, quand je dis un comics, je pense à certaines notions de psychanalyse. Voilà, donc c'est ça qui est chouette. Bonne manière. C'est vrai que de manière générale, la culture a Mm. ce côté un peu fabuleux qu'on peut dresser des ponts. C'est vrai que Mm. tu parles de la lecture entre comics et romans, par exemple, ou alors, pareil avec la science, en fait, tu peux dresser des ponts partout. Et la culture, de manière générale, c'est vraiment quelque chose de très interconnecté. C'est ça que j'aime bien. Moi, c'est vrai Mm. que c'est pour ça que je suis je suis très très branché là-dessus, hein, clairement. Enfin, tu peux faire des ponts entre. Enfin, on en parlait avec Fred, du coup, dans l'épisode avec lui. C'est vrai que tu peux faire des ponts entre le comics et le cinéma. Tu peux Mm. faire des ponts entre le comics et la psychanalyse, donc avec de la science. Enfin, tu peux faire plein de ponts Mm. partout et c'est finalement hyper intéressant et hyper riche en fait. Et c'est Mm. vrai qu'il faut pas. C'est vrai que j'ai toujours du mal. On en parlait avec quelqu'un dans un épisode précédent, mais j'ai toujours du mal avec cette approche qui a tendance à enfermer les comics dans une espèce de boîte qui serait réservée juste à des adolescents prépubères incapables de réfléchir. C'est vrai que Mm. c'est comme finalement avec le manga, le traitement que peut avoir le manga parfois. C'est Mm. enfermé dans une niche qui est pas du tout représentative de Oui, tout à fait. l'univers. Donc c'est beaucoup plus riche Mm. que ça. Ah oui, tout à fait. Hein, le manga, moi je connais un peu, comme je travaille auprès d'adolescents, il y a des adolescents des fois qui me parlent de leur lecture manga. Alors moi je suis moins génération manga, mais ils m'en parlent. Alors du coup des fois j'en lis quand même parce que je me dis bah voilà, ils m'enseignent des choses à travers eux ce qu'ils trouvent dans le manga. Donc je me mets à en lire pour comprendre un peu de quoi ils me parlent. Et je trouve ça assez intéressant aussi. Hein. Je m'étais mis à lire comme ça My Hero Academia. Enfin, Mm. c'est génial comme série. Enfin, il y a plein de séries comme ça. One Punch Man, qui est aussi une série assez géniale. Et, et en effet, on voit bien que dans ces mangas-là, dans les comics qu'on lit, il y a des choses qui, encore une fois, viennent
parler de nous. Et en effet, je te rejoins tout à fait, hein, moi, sur le fait que le fait de mettre comme ça certaines lectures dans certaines niches, etc., je trouve ça assez aberrant. Enfin, voilà, et c'est un peu une évocation de mes rubriques entre psy et comics. C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est l'idée de se dire que voilà, il y a des ponts à faire, des éclairages à faire, et, euh, et en fait, mettre un comics ou mettre n'importe quelle lecture d'ailleurs dans une niche, en fait, ça vient pas de l'ouvrage en tant que tel, ça vient de l'œil du lecteur, en fait, hein. C'est-à-dire, et si son œil est réducteur, eh bien, il va avoir une vision réductrice de ce qu'il lit. Et si son œil, comme tu disais tout à l'heure, est capable de faire des passerelles, des liens, des ponts avec la culture qu'il a et avec les échanges qu'il va avoir avec d'autres, eh bien, du coup, la lecture qu'il aura eue, elle va être aussi multiple et beaucoup plus riche que d'autres. Donc, et je trouve ça génial parce qu'en effet, on voit bien que c'est des vecteurs. En plus, maintenant, c'est rentré dans la culture. Enfin, l'autre fois, il y a des séquences comme ça où je suis en thérapie avec alors je parle souvent des ados parce que c'est eux qui apportent des fois plus ce matériau-là. Et une fois, j'étais avec une adolescente et puis elle me dit, bah moi, en ce moment, ça va pas très fort. Voilà, je suis un peu dans ma forteresse de solitude. Et à ce Mhm. moment-là, bah, voilà, je rebondis là-dessus. Et j'ai bien vu dans son regard qu'elle était surprise que je rebondisse là-dessus, parce que pour elle, elle l'avait déjà énoncé comme ça à ses parents ou à d'autres adultes, forteresse de solitude, mais personne n'avait rebondi là-dessus. Les gens avaient pris ça pour un terme qu'elle s'était inventé. Et le fait que je connaisse ce terme-là, voilà, pourtant je ne suis pas le seul, et visiblement ça lui était jamais arrivé. Et le fait qu'on parle ensuite, au lieu de parler de sa vulnérabilité, on parlait de sa kryptonite, etc. Enfin, finalement, on a parlé de sa problématique, mais en faisant l'analogie sur voilà, le personnage de Superman et voilà, comment elle s'est déconstruite cette forteresse, quelle était sa fragilité, quelle était sa kryptonite, etc. Et donc du coup, là aussi on voit bien que dans des petites anecdotes comme ça, le fait de ne pas être réducteur dans ses lectures, etc., là aussi, ça crée des liens entre les personnes. C'est-à-dire qu'elle a vu à ce moment-là que sa façon de parler me parlait aussi, voilà, pour le dire simplement. Hein, donc, Ouais, c'est finalement le pouvoir de la transmission, même à travers le comics. En fait, tu arrives à te hmm, servir de ça dans ton travail au final. Donc, oui, enfin, ça hein, montre à quel point c'est puissant comme pouvoir, hein. oui, c'est ça, oui, 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 oui. Il y a des enfants qui me parlent des fois de Hulk pour me parler de leur colère. Ah, je trouve ça assez Ouais. exceptionnel, parce qu'eux-mêmes m'en Mm. parlent comme ça. Quelque part, quand j'ai écrit un article sur Hulk, c'est les patients qui me l'ont écrit l'article, hein. Moi, j'ai rien fait en fait, Mm. hein. Ils me l'ont écrit quasiment. Moi, j'ai juste mis en forme, j'ai mis des images. Et en fait, il y a juste qu'à écouter des fois les gens. Et en fait, les articles s'écrivent tout seuls. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est que si on écoute ce qui se passe autour de nous, etc., les idées, elles sont là. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est si on a l'œil réduit, on ne voit qu'une petite chose. Si on a l'oreille qui se réduit, on n'entend pas assez de choses et on passe à côté de plein de choses. Si on arrive à ouvrir tout ça, à ouvrir notre œil, à ouvrir notre oreille, là, du coup, on entend tout ce que les gens nous envoient, nous transmettent, nous disent, nous racontent. Et là, on voit que tout ça, c'est hyper riche. Donc après, on n'a plus qu'à retranscrire. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Donc voilà, moi des fois mes patients ils m'aident à écrire des articles en fait. Ils le savent pas sur le moment, mais voilà, mais c'est ce qu'ils font. Ouais. Ah, mais c'est finalement hyper intéressant. Ça montre à quel point on peut tous s'entraider les uns les autres au final avec nos propres expériences et nos propres vécus en fait. Mm. Ouais, tout à Et, fait. Ouais. et c'est vraiment non, c'est vraiment pertinent et ça montre aussi à quel point les films aujourd'hui de super-héros et le succès qu'ils ont, qui peut être critiqué sur pas mal d'aspects. On peut critiquer les films, on peut ne pas les aimer pour certaines de leurs choses. Mais ils ont au moins cette force d'avoir mis au jour du grand public sur le devant de les mettre sur le devant de la scène, pardon, des Mhm. personnages qui peuvent parler en fait à tout le monde, quoi. C'est vrai Mm. que tu disais cet enfant qui s'identifie à Hulk. C'est vrai que moi j'ai un de mes neveux qui s'identifie vachement au personnage de Hulk aussi parce que des fois il se met très Mm. très en colère et, Mm. euh, et du coup c'est rigolo. C'est vrai que les enfants, ça crée en fait une nouvelle génération de personnages. Alors ils liront peut-être pas tous du comics, mais c'est pas Mm. gênant en tant que tel. Dans tous les cas, Oui. ils connaissent ces personnages, ils Mm. vont s'identifier à eux, et c'est ça qui est finalement Mm. peut-être le plus beau en fait chez le super-héros, quoi. Tout à fait, c'est ça, c'est que ça
ça va permettre comme ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur mes premières lectures à moi, ça, c'est des personnages qui ont cette capacité de nommer, de mettre en mots, de mettre en expression des choses qu'à un certain âge ou même des fois plus tard, on n'arrive pas à nommer ou à mettre en mots directement. Et du coup, en passant par ces personnages-là, hop, ça permet de l'exprimer. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si on trouvait un code pour rentrer. Et en effet, en s'identifiant par exemple à Hulk, en disant, bah voilà, moi quand je me mets en colère, voilà, je suis comme ça, je suis comme ci. Et tout un tas de personnages comme ça qui ont tellement, quelque part, d'humanité que les enfants, les ados, les adultes vont pouvoir raconter une part d'eux à travers ces personnages-là. Et en effet, comme tu dis, les films, on peut après parler de leur qualité voilà, filmique, on peut en parler, en débattre. En effet, je pense que de toute façon, la vocation, c'est pas de faire des grands films d'auteur non plus. Pour ça, il y a d'autres films, mais ils ont cette vocation de transmission et en effet, les enfants, les adolescents peuvent se les approprier et en faire eux-mêmes quelque chose de neuf. Voilà. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il y a des enfants, en effet, qui ne connaîtraient pas forcément. Moi, maintenant, j'ai des enfants qui me parlent en séance de Ant-Man, de Groot, etc. Enfin, ils ne m'en parleraient pas, je pense, sans les films. Et pourtant, en parlant, ils arrivent à dire quelque chose d'eux aussi. Donc, donc c'est ça qui est intéressant avec ces personnages-là. Ouais, surtout que c'est pas les personnages les plus connus, quoi. Donc c'est ça qui est, Mm. c'est Mm. ça qui est amusant en fait. Oui, c'est Non, ça. non, mais c'est Ouais. dingue, hein. Mm. C'est vraiment dingue Mm. la puissance que ces films ont donné à ces personnages, quoi. C'est vraiment, Mm. ça reste spectaculaire et c'est pas finalement étonnant qu'ils aient autant de succès que ça, ces films, parce que voilà, je pense qu'ils résonnent à tout moment, ils résonnent en chacun d'entre nous. Je pense que un an après, on regarde aujourd'hui Avengers Endgame, en tous les cas, toute la première partie où les individus sont tous isolés les uns les autres. Mm. C'est finalement, ça parle un peu de ce qu'on vit maintenant, quoi. Donc Mm. c'est assez intéressant. Enfin, c'est vrai que je voyais des ponts récemment qui disaient, ah bah voilà, Thanos, finalement, il avait peut-être raison. C'est Mm. l'humanité qui court à sa propre perte. Le Mm. coronavirus en est une démonstration. Et c'est vrai qu'on peut toujours Mm. créer des ponts en fait avec tout. C'est ça qui est assez, ouais, qui est enrichissant. Mm. À mon avis, c'est ça qui est enrichissant, quoi. Et c'est cette Ah oui. transmission qu'on peut apporter, je pense, bah, toi, à travers tes articles, avec justement les ponts que tu fais avec la psychanalyse qui sont du coup très intéressants, et de manière plus générale, toute la transmission qu'on peut faire en apportant à chaque fois notre vécu. Je pense que c'est ça la plus-value qu'on peut avoir tous en Mm. tant que chroniqueur, vidéaste, peu importe la Mm. catégorie dans laquelle on se met. Tout à fait. C'est notre vécu en fait, et comment on transmet notre vécu et dans notre rapport aux comics, quoi. C'est vraiment Mm. quelque chose de très Mm. intéressant. Tout à fait. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, avec une chronique comme la mienne, par exemple, psychanalyse et comics, on pourrait se dire, bon, psychanalyse, c'est un petit peu abstrait, c'est un peu déconnecté, c'est des notions, etc. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu des choses un petit peu comme ça. Je vois bien que, comment dire, il y a des apprentis psychanalystes, hein, c'est-à-dire des gens qui connaissent la psychanalyse et qui se disent, tiens, je vais faire une petite analyse de psychanalyse avec les comics ou avec tel média, etc. Alors, c'est pas que ça marche pas, mais je trouve que ça atteint vite une limite où à un moment donné, moi, quand je lis ces rubriques-là, je me dis oui, pourquoi pas, mais bon, pas plus que ça. Euh, Moi, enfin, comment dire, euh, mon approche, forcément, c'est de la psychanalyse, mais encore une fois, c'est de la psychanalyse un peu, ça rejoint ton propos, c'est de la psychanalyse vécue, c'est-à-dire Mm. c'est pas de la lecture. Enfin, bien sûr, je lis des ouvrages de psychanalyse, ça fait partie de mon travail, mais c'est quand ensuite j'analyse. C'est pas à travers les livres, hein. C'est-à-dire c'est mes points de repère, c'est plus en fait ce que les patients me racontent, hein. Voilà, donc du coup c'est du concret, c'est des choses qui sont vécues. Quand euh, sur un autre, sur un blog une fois, j'avais écrit une chronique de psychanalyse sur Dents de sabre, donc sur Victor Creed, donc pour montrer un peu comment les choses étaient construites autour de la psychopathie. Pour partir de ça, je me suis appuyé sur mon expérience de psychologue en milieu carcéral, donc en prison, où j'ai rencontré des vrais psychopathes. Voilà, donc c'est pas c'est pas de la lecture là, c'est-à-dire que pour que ça prenne corps et que ça soit ancré dans quelque chose, comme tu dis, de l'ordre du vécu, à ce moment-là, il faut bien que la psychanalyse, pour moi en tout cas, elle s'appuie sur des choses qui sont vécues et traversées, pas juste avoir lu un petit peu de bouquins de psychanalyse, qui est très bien, hein, tout le monde peut le faire et je le conseille à tout le monde. Mais donc c'est intéressant des fois pour se faire plaisir et faire des petits ponts. Mais après, si on veut faire une rubrique
assez construite et assez sérieuse, même si on l'a fait de façon ludique et récréative, pour ma part, il faut que ça prenne corps quand même dans quelque chose qu'on a expérimenté soi-même. Donc, et moi, en tout cas, quand j'écris, il y a des notions qui sont transmises, parce que c'est important d'avoir des mots comme ça qui nomment les choses, mais ça raconte aussi du vécu, c'est-à-dire des choses que j'ai vécues professionnellement, que des gens m'ont transmis aussi dans des rencontres, etc. Donc c'est ça qui donne corps quand même au bout du compte. Donc comme ça rejoint ce que tu dis, c'est du vécu. Hein, voilà, c'est pas déconnecté de la réalité ou du concret. Hein. Ok. Et du coup, j'imagine que ça doit être un boulot assez prenant au final que tu as. Ça t'empêche pas de continuer à suivre ce que tu as envie de suivre dans le comics, surtout avec aujourd'hui la masse de comics qu'on a à portée de main avec tous les éditeurs qui sont dessus. Tu arrives quand même encore à suivre ce que tu as envie de suivre? Oh, oui, 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 oui. Alors, des fois, comme tout le monde, hein, j'ai une pile des fois à lire, hein, mais La bon, fameuse. voilà la fameuse palle que chacun traîne un peu. Voilà, c'est le lot de chaque lecteur de comics ou même lecteur en général. Donc, j'ai toujours comme ça quelques comics en stock. En même temps, c'est toujours bien d'en avoir en stock parce que, ne serait-ce que maintenant, j'étais bien content d'en avoir un peu de côté. Mais donc, du coup, non, j'ai pas forcément. J'arrive à lire ce que je veux. Hein. Globalement, j'ai pas, même si je suis bien occupé par ailleurs, j'ai quand même suffisamment de temps que je me prends et que je m'offre quelque part aussi, hein, pour avoir ces lectures-là, parce que c'est important aussi de prendre soin de soi, euh, même en dehors de la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire d'avoir des temps où on prend soin de soi, qu'on s'octroie des moments récréatifs. Voilà. Donc des fois, je prends le temps quand même de lire les comics qui me plaisent parce que ça fait partie de mes récréations possibles. Donc, du coup, je les garde. Alors des fois, j'essaie de lire sans avoir trop en tête la rubrique que je pourrais faire sur le comics que je suis en train de lire, parce que du coup, ça devient moins récréatif. Hein, donc voilà. Ouais, ça c'est compliqué ça. Mais voilà, ça c'est voilà. Mais ça c'est le lot de tous les chroniqueurs. Hein, voilà, ça c'est. Oui. Oui, j'en sais quelque chose. Voilà, j'imagine. Je peux pas m'empêcher d'analyser. Je suis comme ça dans tout ce que je, Mm. dans tout ce que je joue, ce que je regarde au cinéma en tant que film ou en tant que série, Mm. par exemple. Je peux jamais m'empêcher d'analyser en fait. J'ai toujours Voilà. le cerveau en ébullition à ce niveau-là. Voilà, c'est Mais ça. des Ah, fois, il y c'est a une vrai que petite voix en j'aimerais bien me parallèle poser. qui, voilà, c'est ça. Hein, il y a une petite voix en parallèle qui dit ah c'est pas mal ça et ça et ça. Voilà, qui commence à déconstruire un petit peu ou à analyser ce qu'on lit ou ce qu'on voit. Donc voilà, des fois, il faut juste la mettre un petit peu sur off pour dire bon, on fait une petite pause. Et là, C'est ça. c'est juste récréatif. Et puis on rallumera la petite voix quand il y aura besoin de faire un article ou pas. Ouais, mais c'est exactement Donc, ça. Ouais. Avec voilà. mes Et questions de non, non. style. Mm. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pas de privation de ce côté-là. J'arrive à suivre et je m'accorde le temps nécessaire pour lire ce qui me plaît, que ce soit, voilà, c'est les sorties récentes ou des vieux trucs que je récupère. Voilà, je suis assez éclectique dans mes lectures. Donc, et comme tu dis, vu la production actuelle, il y a largement de quoi. Alors, après, ce qui est plutôt frustrant, c'est en effet, on peut pas tout lire. Hein. Et puis en même temps, ça n'aura pas forcément de sens. Et puis pour une question de place, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça prend de la place. Mais donc il y a un petit peu des fois de frustration de me dire, voilà, peut-être que telle ou telle chose à lire, ça serait intéressant. Alors des fois, ce qui réconforte, c'est de lire les chroniques, hein, de dire, bah voilà, je l'ai pas lu, mais j'ai lu quelque chose sur ce bouquin-là qui est une analyse assez intéressante. Bon, à défaut des fois de lire le comics en tant que tel. Avec maintenant tout ce qui existe sur les sites et les blogs et les chroniques en podcast, etc., ça permet de se faire une idée de ce qui sort, même si on ne les a pas lus soi-même. Donc, bon, on a cette chance-là maintenant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on a cette chance-là. Mm. Sur lescomics.fr, on essaie de faire autant de chroniques que possible, et c'est pas Mm. toujours facile. Mais on essaie au moins d'apporter voilà, un éclairage et une analyse et, Mm. pour donner un avis, pour que le lecteur puisse savoir, ou la lectrice puisse savoir qu'est-ce qui va potentiellement l'intéresser, qu'est-ce qui est bien Mm. parmi tout ce qui sort. Mm. Et Voilà. ça a été quoi ton dernier coup de cœur là, en lecture? Comics? Ce que j'ai lu en dernier, c'est House of X, là. Voilà. Ah, tu l'as lu? Voilà, donc j'ai lu ça en VO. Je lis peu de VO, mais j'en lis de temps en temps, ça m'arrive. Alors j'ai lu ça et c'est vrai que c'est une découverte dans le sens où
voilà, c'est quand même réinventer les X-Men à la sauce Hickman. Et là, en effet, je disais tout à l'heure la formule en avoir ou pas pour son argent, mais là, je trouve qu'on en a pour son argent. Après, on adhère ou pas à cette déclinaison-là des X-Men à la sauce Hickman. Mais une fois qu'on se laisse embarquer en suivant le fil, là, je trouve que ça renouvelle bien l'histoire et je trouve que ça vient reposer parce que les X-Men, des fois, sont tellement riches et pourtant, des fois, on voit bien que les auteurs se reposent un peu sur les lauriers qui sont posés avant eux parce que finalement, c'est comme si les personnages étaient un petit peu autosuffisants. Il suffit de les mettre dans n'importe quel contexte. On peut se dire que ça fait quand même l'affaire globalement. Voilà, c'est tellement riche en tant que tel comme personnage que l'histoire n'a pas forcément besoin d'être palpitante. Ça restera toujours correct. Et là, on voit bien que ça monte d'un cran avec Hickman où là, tout d'un coup, il nous propulse dans quelque chose, une histoire qui est à plusieurs niveaux, qui vient réinterroger plein de choses sur c'est quoi être humain, c'est quoi être mutant, entre guillemets, c'est-à-dire c'est quoi être différent des autres, qu'est-ce qui, voilà, comment on met de côté certaines vulnérabilités, voilà, comment on réécrit sa propre histoire, enfin, et il y a un métadiscours dedans sur la façon de... On parlait tout à l'heure de lignes parallèles de lecture, et là, il y a quelque part un discours sur voilà, des lignes parallèles de vie, les choix de vie que l'on fait, que l'on ne fait pas, l'impact et les conséquences éventuelles. Et voilà, je trouve ça foisonnant, c'est riche, ça mériterait plusieurs lectures. Là, pour l'instant, j'en ai fait qu'une, mais voilà, il y a plein de choses à en dire après coup, je pense. Ouais. Donc, Oui, je pense qu'à analyser une fois qu'on aura eu que Hickman aura fait tout ce qu'il a envie de faire sur les X-Men, je pense qu'à revisiter, ce sera vraiment intéressant. Pour rappel, House of X, qui est un diptyque en fait entre une série House of X et Powers of X qui se lisent donc en parallèle. C'est le prélude au renouveau des X-Men par Jonathan Hickman, qui avait déjà mis un gros coup de pied dans la fourmilière avec ses séries Avengers, New Avengers, qui s'était conclu dans Secret Wars. Voilà, Hickman, c'est quelqu'un qui a toujours des concepts assez délirants, mais qui arrive à chaque fois à transcender les personnages qu'il utilise. Moi, voilà, c'est un de mes plus gros coups de cœur sur les mutants. Les mutants, c'était vraiment plus une de mes lectures préférées. Ça faisait très très longtemps que j'avais décroché. Et Hickman, il a réussi à me réembarquer dedans. Enfin, c'est vrai que moi, je les suis en VO là, tous les mois. Je suis toutes les sorties qui existent sur son univers et c'est vraiment vraiment très intéressant tout ce qu'il raconte sur les mutants, quoi. Enfin, vraiment, comme tu le dis, puis il y a tout un métadiscours derrière. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Ah oui, donc là, je trouve que voilà, là, il a réussi son coup et en même temps, voilà, comme tu dis, hein, quand on lisait déjà ces Avengers et Secret Wars, où voilà, il est capable, comme tu dis, ouais, je trouve que ça résume bien de transcender les personnages dans leur essence même. Hein, c'est ça, il a cette capacité quand même à attraper l'essence des personnages et à les emmener au-delà voilà, de ce qu'on attend. Et pourtant, ça respecte, à mon sens, en tout cas, l'essence des personnages. Et c'est ça Oui. le tour de force qu'il arrive à faire. Parce que des fois, quand on voit bien que certains auteurs, ils dépassent le personnage, mais ils le dépassent tellement que, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on ne reconnaît plus le personnage. Du coup, on a l'impression que c'est à côté. Alors que lui, il arrive, à mon sens, à capter l'essence. Et une fois qu'il a capté ça, à pousser, il appuie sur le champignon, c'est-à-dire il pousse ce qu'il a capté au maximum. Voilà, voilà. Et là, il nous embarque à fond. On a l'impression d'être voilà, dans une Formule 1, là où il a capté le truc et il nous propulse et on se prend des jets dans la face à chaque virage. Ouais. Ouais. Donc, c'est exactement ça. Tu résumes parfaitement ce qu'est House of X. J'aurais pas mieux dit. Et ce sera quoi ta prochaine lecture, alors peut-être post-confinement du coup, est-ce qu'il y a une future sortie qui t'intrigue, qui t'a tapé dans l'œil? Oui, alors moi, ce qui m'intéresse bien de lire là prochainement, qui doit sortir chez Urban, c'est que j'ai pas lu avant, c'est Doomsday Clock. Voilà. Ouais. Ça, j'ai bien envie de lire ça. Aussi Batman Last Night on Earth aussi, Oui, qui doit de Scott Snyder. sortir. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc ça me tente plutôt bien d'attraper ça quand ça va sortir là, parce que voilà, Doomsday Clock, ça me tente bien parce que voilà, l'univers des Watchmen, j'ai écrit un article sur Dr Manhattan, c'est dire que ce personnage-là je me dis qu'il a énormément de choses à dire.
Donc d'ailleurs, pour écrire mon article, j'avais lu un tout petit peu de Doomsday Clock pour voir un petit peu si j'étais pas à côté de la plaque dans mon analyse, et heureusement ça confirmait. Ouf. Donc ça allait. Mais voilà, donc j'ai juste un petit peu défloré, mais j'ai pas lu voilà, de façon exhaustive tout l'arc entier. Donc là, juste me poser et le lire complètement, voilà, je sens que ça va être intéressant et palpitant. En plus, voilà, c'est des dessins de Gary Frank. Enfin, voilà, c'est des choses quand même, esthétiquement, enfin, même s'il n'y a pas que ça, mais voilà, ça pose quand même l'esthétique des personnages aussi. C'est des personnages des fois qui méritent d'être traités comme ça dans certains arcs. Je trouve que voilà, le choix dessinateur, des fois quand il est fait comme ça vient poser des choses. Enfin, c'est un plaisir aussi. De lecture. Donc ça, oui, ça me tombe bien. Et puis, continuer, on parlait des X-Men, ouais, voilà, suivre en effet ce que Hickman va faire avec les autres déclinaisons des X-Men après ça. Donc ça, je pense que je vais suivre ça de près aussi. Voilà. Ouais, j'attends de voir comment Panini Comics, l'éditeur français de Marvel, va réussir à se débrouiller parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont publiées à un rythme un peu frénétique. On a 2 numéros par mois aux États-Unis, donc c'est dense. Et je crois il me semble qu'il y a 4 ou 5 séries régulières avec des mini-séries qui s'intercalent là-dedans. Donc ça va être, je pense que ça va être un peu le bazar à publier. Mais, ouais, c'est ça, hein, c'est foisonnant. Hein. Alors, oui, c'est foisonnant, oui. Voilà. Alors je me dis, là aussi tout à l'heure on parlait du choix de lecture, alors je me dis peut-être que tout n'est pas à lire. D'après ce que j'avais lu, ce que disait Hickman, c'est qu'il produisait autant pour que chaque lecteur puisse faire son marché en gros, hein, c'est-à-dire que chacun puisse y trouver son compte dans tout ça. Donc et je trouve ça intéressant en fait comme démarche, parce que finalement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que en tant que lecteur, l'idée c'est de se dire voilà, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on prend dans tout ça, et quelque part il assume complètement cet acte-là en produisant X séries, c'est le cas de le dire, et en ayant conscience que peu de personnes auront l'occasion forcément de tout lire, mais où chacun va pouvoir se dire tiens, moi je suis plutôt X-Factor, Marauders, Excalibur ou d'autres, X-Force et X-Men. Enfin voilà, chacun va pouvoir faire son marché en fonction de ses affinités, de ses intérêts, des personnages qu'il affectionne et de comment telle série va lui parler. Parce que dans ce que j'ai pu apercevoir, j'ai l'impression que voilà, telle série va prendre un des fils que Hickman a pu tisser et puis va le pousser comme ça jusqu'à son terme. Et en tant que lecteur, je pense que chacun, un peu ce qu'on appelle les cordes sensibles, chaque fil va parler plus ou moins à chacun des lecteurs en fonction des cordes sensibles de chacun. Oui. Oui, c'est exactement ça. Chacune des séries en fait va vraiment dans une direction de l'univers mutant qui a été développé au cours des années. Enfin voilà, Excalibur, c'est vraiment le côté magique. Marauders, c'est le côté un peu international des mutants avec une ambiance quand même assez décontractée et cool. Voilà, sachant que Jonathan Hickman, lui, ne s'occupe que de la série X-Men et un arc sur 2, il s'occupe de New Mutants. Les autres séries sont gérées par d'autres auteurs, mais Jonathan Hickman supervise quand même tout ça parce que va y avoir des crossovers, va y avoir des events évidemment, puisque on est chez Marvel, donc c'est la logique de l'éditeur. Voilà, il faut que ça se croise. Voilà, faut que ça se croise à un moment donné, mais c'est très excitant toutes les séries où ils ne sont pas forcément à lire. Hein. Moi, je les lis pas toutes, je lis vraiment que celles qui m'intéressent. Mais c'est foisonnant et c'est très riche et c'est vraiment très très intéressant. Voilà, donc ça, je pense que voilà, si on aime les X-Men, en effet, je pense qu'il y a moyen largement de se faire plaisir. J'ai vu qu'il y avait une série X-Men, enfin en tout cas une mini X-Men Fantastic Four qui va être aussi à lire, enfin voilà, qui a l'air hyper intéressante. En plus, d'après ce que j'ai pu apercevoir, elle n'est pas déconnectée des autres rencontres qu'il y a eu entre ces deux équipes-là, qui sont comme des équipes assez riches, assez intéressantes. Hein. Donc, du coup, je pense que là aussi, il y a moyen de se faire plaisir, que ce soit dans des séries en effet plus au long cours ou dans des mini comme ça qui vont pouvoir être denses dans ce qu'elles vont nous raconter. Donc oui, il y a encore largement de quoi se faire plaisir dans les semaines à venir. Là, oui. Ouais, je confirme. Ah oui. Eh ben écoute, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. C'était très intéressant. J'espère que ça a été agréable pour toi. Ah bah oui, très, très plaisant. Voilà. En plus, on finit sur le mot quasiment plaisir. Donc, en effet, c'est c'est un bon mot pour conclure. Ouais. Oui, ça résume bien l'esprit de cet épisode du Divan Comics. Donc, eh bien, merci également à vous pour avoir écouté cet épisode. On espère donc qu'il vous a plu. On se retrouve alors bientôt, je ne sais pas, mais vous savez, le Divan Comics a un rythme complètement anarchique puisque moi-même, il faut que je trouve la motivation de le faire.
Mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Divan Comics. Prenez soin de vous, lisez du comics et n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Allez, à plus tard et n'oubliez pas de suivre Alex Ivance sur Twitter. Son compte c'est @Ivance, Hivence, et de suivre sa rubrique sur Comics Blog dans l'œil du psy. À bientôt. Merci bien, à bientôt.